Bonjour à vous toutes et à vous tous, on est de retour sur le forum de la billetterie et on va parler de billetterie engagée avec le sujet suivant. Quel rôle peut jouer la billetterie dans la transition écologique de l'événementiel? Et pour m'accompagner sur cette conférence pour cette prochaine heure, je suis ravi d'être entouré d'experts. Je retrouve Gauthier de Richouft qui est avec nous. Bonjour Gauthier, vous êtes cofondateur de RNDV. Bonjour à vous. Bonjour. Je salue également Vincent Santacro, CEO de ONB. Bonjour à vous. Samuel Aubert est avec nous, il représente la société Fairly. Enchanté. Et notre Toulousain Étienne Camelin, président fondateur de Festic. Bonjour Toulouse. Avec plaisir. On est deux Toulousains quand même. On est tous Toulousains, oui, il y a beaucoup de Toulousains. Toulouse. Dommage pour vous. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, avec quelques éléments de contexte. Selon l'Union européenne, le secteur événementiel représente environ 5% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, avec l'essentiel, vous l'avez compris, de ces émissions provenant de l'utilisation des transports et de l'énergie. Selon les derniers chiffres du ministère de la Culture, on compte 200 000 spectacles produits en France pour 62 millions de spectatrices et de spectateurs. Cela représente 2,1 milliards de recettes de billetterie. Les festivals sont les acteurs de la dynamique de la billetterie avec 11,2 millions de billets pour 367 millions d'euros de recettes. Et les événementiels sportifs avec les Jeux Olympiques et Paralympiques ont enregistré un record historique, vous l'imaginez, l'année dernière, en 2024, avec 41 millions de spectateurs ayant assisté à des événements sportifs, donc sur toute l'année, y compris les Jeux Olympiques et Paralympiques, d'après l'agence de marketing sportif Two Circles. On va démarrer avec vous, avec ma première question, celui de la billetterie. Et sur le sujet de la mobilité, la billetterie peut aussi, bien sûr, apporter des solutions. On parle de billetterie engagée. On va parler plus concrètement justement avec des pistes que vous allez nous offrir sur le sujet de la mobilité. Quelles mesures incitatives peuvent être mises en place par les plateformes de billetterie, donc à savoir les vôtres, pour encourager les participantes et les participants à adopter des comportements éco-responsables? Et on parle déjà, si vous le voulez bien, du sujet de la mobilité. On commence avec vous, Gauthier. Alors, moi, mon point de vue sur le sujet, c'est que la billetterie, il ne faut pas lui faire porter trop d'attentes en matière d'éco-responsabilité sur la mobilité, puisque son objectif, elle n'est pas d'être acteur de la mobilité, mais elle peut porter le message qui va permettre une éco-responsabilité et une prise de conscience des publics sur les bonnes manières de faire et les bonnes pratiques. Donc, mon point de vue, c'est que sur cette question, je serais plutôt, en tout cas, nous, notre conviction, c'est que l'éco-responsabilité, elle peut être d'un point de vue technologique, mais sur le message en lui-même et sur le parcours des publics, c'est plutôt du ressort stratégique de l'institution plus que la billetterie. Et qu'il y a un peu un risque de faire porter des responsabilités à la billetterie qui ne sont pas les siennes. Donc, de mon point de vue, dans le message et dans le parcours, il y a des choses à dire et que la billetterie doit être incitative dans les bons comportements, mais elle ne peut pas jouer le rôle que doit jouer l'organisateur événementiel. Sur les incitations, Vincent, est-ce que vous avez des pistes à nous offrir, à partager? Je vais vous dire un truc, c'est incroyable. Il y a 15 minutes, j'ai un monsieur qui est là-bas, qui est venu me voir sur le stand que je ne connaissais pas, qui a développé une techno qui s'appelle Atsuke. Et en fait, il permet de se relier aux billetteries et de délivrer dans le parcours d'achat de l'achat du billet les titres de transport qui permettent aux participants d'arriver sur l'événement. Je ne connaissais pas du tout cette pratique, j'ai trouvé ça super et je trouvais que c'était en lien avec notre techno. Du coup, on s'est mis en relation avec monsieur, au plaisir de pouvoir intégrer ce genre de pratique-là qui peut être incitative, justement. Il y a un autre sujet sur lequel on a bien avancé, c'est covoiturage simple. Vous les avez, ils sont ici on a pas mal avancé aussi pour essayer de les intégrer dans le parcours sur deux modèles. Soit une fois que le billet a été acheté par le participant, le pop-up, en fait, la fenêtre, bravo pour l'achat de votre billet, en fait, redirige directement vers l'application covoiturage simple, soit par un email automatique. On sait que c'est pas trop bon d'envoyer des emails à rallonge et automatiques, mais qui permettent aux participants d'avoir l'information. Donc voilà, pas mal de mesures comme celle-ci. Étienne, la billetterie peut-elle être engagée? Est-ce que c'est finalement un mot peut-être trop fort? Engagé, responsabilité, ça laisse trop de place. La billetterie peut être engagée au titre de n'importe quelle activité. On est personnellement des gens engagés, mais finalement, ça n'a pas de grand rapport avec le sujet. Pour la mobilité, Atsuke, c'est effectivement une solution qui est très attrayante. Le problème étant qu'en Occitanie, ils n'ont pas de possibilité de nous vendre de billets sur cette région, donc ça va être compliqué pour nous. Mais ça me permet de rebondir.
Sur la mobilité, il y a le covoiturage, mais il y a toujours voiture dans le covoiturage. Est-ce que c'est au moment où j'achète mon billet que je dois prévoir mon covoiturage? J'en suis pas sûr, parce que je ne pense pas que les gens, quand ils achètent leur billet à l'avance, ils aient déjà une idée de la manière dont ils vont se rendre ou vouloir se rendre. Donc le covoiturage, c'est bien, mais ça doit vraiment, à mon sens, être porté, là je te reviens, aux organisateurs de faire passer un message. Par contre, ça serait très intéressant de mobiliser les collectivités pour mettre en place des systèmes de mobilité douce, pour mettre en place des systèmes de navettes, pour modifier éventuellement les horaires des TER qui arrivent dans des gares de festivités. On travaille là-dessus, c'est excessivement compliqué, non pas techniquement, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les bons interlocuteurs, parce qu'on a beaucoup de mal à se renseigner, mais à mon sens, s'il y avait un gain à faire sur les mobilités, on n'y arrivera qu'avec l'implication des personnes en charge des transports communs dans les collectivités. Samuel? Alors, moi, je ne suis pas un acteur de la billetterie à proprement parler. Je représente une entreprise qui édite un logiciel, un calculateur d'impact. Donc, répondre à la question, est-ce que c'est aux opérateurs de la billetterie d'être incitatifs, voire potentiellement d'être impliqués dans les mobilités des publics, je peux difficilement y répondre. Je comprends que des solutions sont possibles, mais que ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre métier. Par contre, pour nous qui calculons l'impact des événements et des concerts et des salles et des spectacles de manière générale, le moment de l'achat du billet est un moment clé, parce que c'est le début de l'histoire de la relation avec un événement. Et donc c'est un élément clé à deux égards. C'est un événement clé où il y a un premier engagement, un engagement financier pour acheter un accès à un événement. Et donc, en termes de communication pour les organisateurs, c'est une première occasion de faire passer des messages. Donc ça, c'est de la communication. Ça ne va pas forcément beaucoup plus au-delà, mais c'est un bon moyen. Et il faut le faire dès cette première étape clé. Et ensuite, c'est également un moment où on peut commencer à collecter de la data, de la donnée, qui est liée au calcul d'impact et donc à la transition écologique. Si vous avez des questionnaires associés à la billetterie sur les moyens de transport, ces données-là doivent pouvoir être exportées pour pouvoir être utilisées, par exemple, dans un logiciel de calcul d'impact. Et à ce titre-là, du coup, ça engage de facto la billetterie. On dira un peu plus après dans le détail de votre solution. En France, 10% de la consommation annuelle provient des services numériques et c'est l'ADEME et l'ARCEP qui nous donnent ces résultats-là. 2,5% de l'empreinte carbone de la France, elle est liée au numérique. C'est un peu plus que les secteurs des déchets pour vous donner un ordre d'idée. Allons encore une fois peut-être sur le terrain de l'éco-conception, cette fois-ci des billetteries. Le référentiel édité par l'association Green IT liste 74 actions simples à mettre en œuvre pour agir sur l'éco-conception des sites internet. Comment l'éco-conception de la billetterie peut être un levier, un bénéfice pour les organisateurs? L'éco-conception, avec ces fameux 2,5 d'empreinte carbone, finalement, ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan? Vincent? Alors à juste titre, tu disais 10% tout à l'heure de l'impact du numérique sur les gaz à effet de serre. Il y a 5 ans, c'était que 5%. Donc on voit que l'impact du numérique, en fait, aujourd'hui, il est de plus en plus fort là-dessus. Mais soyons clairs, la moitié de ces 10%, 47% de ces 10%, en fait, c'est les équipements. Voilà. Donc en fait, soyons clairs, aujourd'hui, l'éco-conception, c'est pas ce qui va révolutionner la transition écologique dans le numérique, c'est juste une bonne pratique, une des bonnes pratiques à mettre en place, mais qui ne remplacera jamais ce que nous dépensent en gaz à effet de serre les équipements. C'est clair. Alors justement, parmi ces bonnes pratiques, on en a listé un peu plus de 74. Quelles sont-elles? Déjà, en fait, juste un truc, on en a beaucoup parlé pendant le salon, c'est d'arrêter les usines à gaz de fonctionnalités dans la billetterie. Il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui où en fait il y a tout un tas de fonctionnalités dont 10% sont utilisés vraiment sur les besoins d'organisateurs. C'est les logiciels très lourds avec énormément de code. L'objectif c'est de faire des choses simples, des choses épurées. Nous on a eu la chance de refondre notre techno en 2020
On a eu cette opportunité en fait que nos développeurs puissent être formés par l'ADEME à l'Institut de La Rochelle sur les méthodes d'éco-conception. Donc faire du code léger, d'arrêter de faire des lignes de code qui vont faire 10 lignes pour uniquement en fait une fonctionnalité qui peut en prendre moins, et mettre en place des choses, des designs épurés, arrêter toutes les vidéos, les images, les loaders qui roulent tout seuls. Enfin, c'est plein de petites bonnes pratiques du quotidien qui sont simples. Ça ne va pas révolutionner le monde, certes, mais je pense que si tout le monde s'y met un peu, ça peut avoir sa petite goutte dans cet océan. Justement, Étienne, vous êtes d'accord avec ce constat? L'éco-conception, une goutte d'eau dans Oui, un océan? on a fait un bilan de gaz à émissions d'effet de serre. Oui. On s'aperçoit qu'un billet chez nous émet 17 grammes de gaz à effet de serre. On a vu qu'un festivalier émettait en moyenne entre 17 kg et 40 kg. Donc finalement, la billetterie représente 1/1000 des émissions de gaz à effet de serre d'un festival. Notre bilan carbone a montré que notre usage du numérique de nos serveurs représentait 3% de nos émissions. Donc 3% de 1/1000, il n'y a pas débat, on ne va pas se battre là-dessus. En plus, l'éco-conception, finalement, ça revient à écrire du code rapide. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est proportionnel au nombre de lignes de code, parce qu'on peut avoir une ligne de code qui fait juste appel à un pixel Facebook et qui va consommer énormément. Par contre, on est à cheval sur le fait que nos requêtes doivent être rapides, que les index doivent être correctement placés. Bref, c'est du bon sens, si vous voulez. Pour moi, l'éco-conception, c'est comme utiliser des LED plutôt que des lampes à charbon. C'est naturel et c'est obligatoire. Gauthier? Ouais, j'aimerais bien rebondir sur ce que dit Étienne, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de dogmatisme dans la RSE depuis pas mal d'années, qu'il y a une remise en question globale de la manière et de l'approche et de la manière d'appréhender les logiques de responsabilité. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme d'éco-responsabilité. Moi, j'aime bien parler plutôt de performance. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est pour rejoindre un peu ce qui se disait précédemment, si on crée un outil performant, en fait, on est le plus responsable possible. Et donc, c'est les nouvelles technologies, l'architecture microservices, les systèmes API, le fait même d'être performant financièrement, c'est plus responsable. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vieux outils de billetterie monolithiques qui, thésaurisent sur une vieille solution, sont obligés, pour aller chercher de la marge, d'externaliser leurs services, quelquefois au Vietnam, au Maghreb, sont obligés, donc dans des pays très carbonés, sont obligés de vous asservir avec du nouveau matériel et du coup de venir chercher de la marge en vous proposant du matériel et en margeant sur le matériel, etc., etc. Et donc en fait, les nouvelles solutions, elles viennent en fait complètement apurer cette base. Donc là, l'architecture microservice. En gros, est-ce que vous pouvez détailler, expliquer un petit peu ce que cela... Alors, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de tout le monde, mais l'architecture microservice, c'est simplement de penser une solution comme un Lego et non plus comme un monolithe. Donc de découper chacun de vos modules fonctionnels comme des blocs indépendants les uns des autres qui vont communiquer via API. Par exemple, chez RNDV, aujourd'hui, on a autant de modules qu'on a de fonctionnalités. C'est vrai pour le plan de salle, c'est vrai pour le scan. Et chaque module communique avec l'ensemble en système API. Donc c'est une autoroute à deux sens qui envoie de l'information d'un module à l'autre. Mais c'est vrai en interne avec les modules qu'on crée, mais c'est vrai en externe. On travaille aujourd'hui à la Comédie Française en partenariat avec Arena Metrics sur le CRM. On a un système API qui nous permet de naviguer dans les deux sens. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette logique de microservice, elle vous ramène à l'essentiel de votre métier. Et donc je pense que la bonne manière d'être responsable en tant que billetterie, c'est d'exercer parfaitement son métier de billetterie, d'être exigeant dans la manière d'exécuter les flux et d'être exigeant aussi dans notre modèle économique. Le vrai sujet de la RSE, parce qu'on parle de RSE, on a l'impression que, comme tu le disais très justement, qu'on est des gens engagés et que c'est juste une sorte de concept. Mais en fait, c'est pas ça. On est des businessmen, on est là pour faire de l'argent, réussir à rendre les institutions avec lesquelles on travaille et les festivals de plus en plus riches, de dégager de la marge. Et donc, plus on le fait de manière efficace, plus on est responsable. Et c'est pas contre-indiqué dans des logiques de responsabilité. Au contraire, ça participe du même mouvement. Et je pense que de ce point de vue-là, et c'est intéressant la discussion qu'on a, parce que la RSE a souvent été perçue
et c'est peut-être pour ça qu'il manque du monde ici, comme quelque chose qui est contre le business. La RSE, c'est quelque chose qui est favorable au business, et il faut vraiment l'appréhender de cette manière-là. Samuel, sur le sujet de l'éco-conception de la billetterie, on attend là aussi vos pistes et vos réflexions. Pardon, mais là, sur l'éco-conception des modules. Le point de vue que vous avez, Ouais. non, pas sur ce qu'on vient de dire, mais Ouais, je veux dire là, je suis pas plus généralement, encore une fois. Plus généralement, l'éco-conception, c'est effectivement c'est un mode de pensée. On doit agir de manière la plus éco-responsable possible à chaque endroit. Donc effectivement, chaque acteur d'une chaîne de valeur peut avoir à jouer son rôle. Par contre, il est évident que sur un bilan d'un événement, c'est pas la billetterie qui va être le facteur clé, quoi. Tu as commencé en parlant de la mobilité des publics. Si l'organisateur d'un événement agit sur cette partie-là, ce qui est chose peu aisée pour l'organisateur y compris, puisque ça ne dépend pas directement de lui, mais d'un comportement de ses spectateurs, visiteurs. Il y a quelques points clés dans l'ensemble du champ de la RSE sur lesquels il y a des effets qui peuvent être majeurs. Ça ne veut pas dire que sur les autres, il ne faut pas agir, mais ça veut dire que les effets sont plus mesurés. Donc, l'éco-conception de la billetterie pèse sur un bilan carbone général, pèse sur une stratégie RSE générale, mais ce n'est pas le levier sur lequel les effets vont être le plus majeurs. 78% de l'impact environnemental du numérique sur les émissions de gaz à effet de serre est lié à l'étape donc de fabrication des terminaux. Et parmi ces 78%, 21% concernent la phase d'usage. Les terminaux les plus impactants sont les téléviseurs, les smartphones, les tablettes et les on va dire, les centres de données, les réseaux qui sont un petit peu moins justement consommateurs. La billetterie nécessite sur événement, bien sûr, de déployer des dispositifs que je viens à l'instant de présenter. Comment produire des dispositifs de billetterie sobres sur événement, Étienne? Alors, effectivement, de ce côté-là, on est mauvais élève parce qu'on est une société de 11 personnes et on doit avoir plus de 100 ordinateurs et plus de 200 terminaux équivalents smartphones. Mais ça correspond aux besoins de matériel des organisateurs qui travaillent avec nous. Donc on a plusieurs solutions. La première, c'est de les garder le plus longtemps possible. Et là, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des marques qui vraiment fonctionnent avec de l'obsolescence programmée. On a une marque d'ordinateur, ils nous ont tous les 20 lâchés exactement 3 ans après l'achat. Tous les 3 ans, d'accord, oui, d'accord. À 1 mois près. Donc de ne pas choisir ce matériel-là, de conserver le matériel longtemps, de favoriser la mutualisation, de minimiser les transports en essayant de mutualiser le matériel. Et il y a aussi un aspect sur les infrastructures où il est quand même la technique, notamment pour le contrôle, une technique qui s'appuie full connectée, nécessite quand même des connexions pour être vraiment efficace. Des connexions très fiables, qui peuvent être coûteuses à mettre en place et en matériel et pour le festival. Donc de travailler avec des technologies asynchrones qui sont initialement même prévues dès le départ pour pouvoir fonctionner hors connexion est un énorme avantage. Vincent? Nous, en fait, on a donc une technologie de SCAD par application mobile. Et là où on est assez fiers là-dessus, même si sur le papier, ce n'était pas forcément le mieux au début, c'est que sur un peu plus de 3000 événements qu'on a fait en 2024, on a loué du matériel à 43 événements. Et en fait, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on onboard nos organisateurs d'événements pour qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils puissent utiliser leur propre téléphone, ceux de leurs bénévoles. Et en fait, on n'envoie quasiment plus de matériel, parce qu'envoyer du matériel, la livraison, les colis, les envois, le transport, c'est tout ça qui participe aussi à tout ce que l'on débat en fait aujourd'hui. Et en fait, plus on avance, plus nos organisateurs sont autonomes, moins ils ont besoin de notre matériel à nous. Et là, je pense que c'est un vrai avantage. Avec mon smartphone, je peux utiliser votre solution en sans quelques problème. Secondes. Là, vous avez l'appli, je la télécharge, login, mot de passe et vous scannez des billets en quelques secondes. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup en Martinique et en Guadeloupe, par exemple. On n'y a jamais été. On n'a pas les moyens pour cela. Mais par contre, eux sont totalement autonomes pour pouvoir le faire et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'est un vrai sujet d'avancement. Gauthier ?
Moi, j'en reviens au point du modèle économique des sociétés de billetterie, parce qu'en réalité, à partir du moment où vous ne faites pas reposer votre modèle économique sur un asservissement de vos clients, sur un matériel donné, avec une obsolescence qui est programmée, et que vous êtes dans une logique d'interface, mais encore faut-il pouvoir s'offrir ce luxe, ça veut dire qu'à un moment, l'éco-responsabilité, c'est une logique d'investissement. Parce que si vous perdez la main sur le matériel, il faut que vous puissiez gagner de la rentabilité autrement. Et c'est justement parce qu'on est des nouvelles solutions et qu'on est conçu pour pouvoir faire mieux avec moins qu'on est capable de se dispenser, d'asservir nos clients avec du matériel. Et donc nous, on est exactement comme vous, ça veut dire qu'on est dans des logiques d'interface, on s'adapte à l'environnement matériel des clients avec lesquels on collabore. Par exemple, quand on développe un outil de scan, on fait une web app qui peut s'installer sur n'importe quel téléphone, donc ça peut être un iPhone, un Google Phone, et que vous soyez le Théâtre du Châtelet, la Comédie Française ou le Théâtre de la Mode Beuvron, vous allez pouvoir utiliser le même outil de scan pour faire rentrer les gens en salle. Et peu importe de savoir si votre Google Phone a 5 ans ou s'il est sorti d'hier. Je pense qu'il y a une logique de frugalité, mais c'est vrai dans le code, et je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément le nombre de lignes de code, parce qu'on sait que c'est systémique et qu'on fait appel quelquefois dans des lignes de code très restreintes à des systèmes d'API qui peuvent consommer énormément, mais pour autant, il y a quand même cette culture de la frugalité. Mais moi, la frugalité, je ne la dissocie pas du modèle d'affaires. Ça veut dire que si on n'a pas compris qu'il y a vraiment un enjeu de modèle économique et qu'aujourd'hui, quand on veut être client d'une billetterie, si on ne se pose pas la question du modèle économique de la billetterie avec laquelle on collabore, à mon avis, on a échoué dans notre volonté d'éco-responsabilité. On ne peut pas se prévaloir d'éco-responsabilité et travailler avec un acteur qui a 20 ans et qui externalise ses services et qui thésaurise sur une technologie qui consomme énormément. Et qui vous asservit avec un nouveau matériel. Donc je pense que sur ce sujet-là, il y a vraiment la frugalité. Et la frugalité, elle va de pair avec une approche vraiment contemporaine de la technologie. On reviendra également bien sûr sur le sujet de la souveraineté des données dans quelques instants, mais avant cela, on va peut-être revenir avec vous, Samuel, sur Ferrali, parce qu'effectivement, pour agir, il faut avant cela mesurer. Et vous avez développé un service justement à destination des billetteries, et des organisateurs surtout. Oui. Et des usagers. Je vous laisse le soin peut-être déjà de nous expliquer aussi un petit peu ce qu'apportent les solutions Ferrali Plus sur d'autres sujets du jour. Disons qu'au-delà de l'outil Ferrali Score, que je vous invite évidemment on a un stand juste derrière, hein, on vous fera des démonstrations très volontiers. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que sans mesure, il est difficile de pouvoir identifier exactement les endroits où on a besoin d'agir. Et sans mesure régulière dans le temps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un bilan, un point de départ. Étienne a évoqué le bilan carbone qui lui a donné ses 17 grammes par billet émis. Donc ça donne une base. Et donc après, on se donne une trajectoire, si possible compatible avec les accords de Paris. Et on essaye de mesurer à temporalité régulière, à minimum une fois par an, pour voir si on tient cette trajectoire. Pour tenir cette trajectoire, il n'y a que la mesure qui nous permet de voir les facteurs de progression ou de stagnation, voire parfois on croit progresser, mais en fait il y a des secteurs sur lesquels on n'est pas performant. On se croit performant, mais en fait on ne l'est pas quand on regarde la vérité des chiffres. Et cet outil-là, c'est un outil de monitoring et c'est une habitude qui doit devenir un réflexe à chacun des endroits de la chaîne de valeur. Et pour cela, il y a un certain nombre de nouveaux opérateurs, dont Ferrali fait partie, qui sont des outils de monitoring. Et c'est un marché qui démarre et je pense que ça va se diversifier et je pense que les différents opérateurs et les différents maillons de la chaîne sur le spectacle et sur l'événementiel de manière générale vont être équipés de calculateurs, soit par chacun en silo avec des systèmes d'API qui pourront communiquer pour échanger les informations, soit des calculateurs qui seront de plus en plus complets et qui pourront intégrer de l'amont à l'aval l'intégralité des aspects de... Et en gros, vous me disiez que l'objectif de Ferrali, c'est de développer une formule Nutri-Score de l'événementiel, c'est ça, pour guider un petit peu
C'est ça le but, mais voilà, l'idée, expliquez-nous un petit peu là aussi. Effectivement, il y a deux choses. Il y a la mesure à l'instant T qui nous donne une image, la mesure à plusieurs instants pour voir la progression de la trajectoire. Donc ça, c'est le pilotage, le monitoring. Et puis ensuite, on sait que quand on est dans l'événementiel, on ne travaille jamais tout seul. C'est toujours un travail avec un grand nombre de partenaires. Et puis c'est un engagement avec des spectateurs, des spectatrices, des visiteurs. Et donc ça nécessite une communication adaptée. Et c'est là où l'affichage d'impact est important. On mesure, on monitore et ensuite on affiche pour montrer nos progressions ou pour montrer où est-ce qu'on devrait progresser en partenariat avec un tel. Ce que je disais tout à l'heure sur le transport, c'est que c'est pas aux acteurs de la billetterie, c'est pas les acteurs de la billetterie qui vont modifier les habitudes de transport, c'est pas l'organisateur qui peut fondamentalement changer les donnes. On peut communiquer à l'endroit de la billetterie, l'organisateur peut mettre en place un certain nombre d'incitations, si vous venez en transport en commun, je ne sais pas, vous avez 10% d'offert, de bornes... Quand vous dites communiquer à l'endroit de la billetterie, c'est communiquer un score Fairly+, c'est ça au moment de l'acte d'achat, pendant le parcours ou... Nous, c'est ce qu'on incite à faire avec nos clients, mais ça peut passer par plein de formats différents. Mais en tout cas, quand on informe les clients finaux avec des choses précises, avec des indicateurs, ils sont plus enclins, il y a un taux d'engagement qui peut être plus important. Parce qu'on peut dire, nous sommes éco-responsables, nous sommes dans un événement éco-responsable, soyez-le vous aussi dans une certaine mesure, un peu c'est ça l'injonction. Mais si on affiche très clairement, voilà notre note, voilà notre niveau d'émission CO2, voilà l'objectif qu'on s'est donné et on va l'atteindre si vous y participez, on peut avoir des résultats qui sont plus engageants. Gauthier, pour compléter. Oui, je voulais rebondir parce que je trouve ça déjà très intéressant, la démarche de Fairly, et elle est complètement compatible avec l'approche microservice. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas dit et qu'on aurait peut-être dû dire à titre liminaire, c'est que la raison pour laquelle il y a un enjeu d'empreinte carbone sur les logiciels qu'on opère, c'est qu'ils sont hébergés. Donc en fait, ce qui fait l'empreinte carbone de chaque microservice, c'est son niveau d'hébergement et la consommation serveur. Donc aujourd'hui, l'architecture microservice, elle nous permet de piloter de manière micro chaque service. Donc je suis capable aujourd'hui, avec mon hébergeur, de savoir précisément le niveau de consommation de chacun des services que j'opère. Donc je peux dire, mon plan de salle consomme tant, et je vais me fixer un objectif sur la base de cette consommation, d'amélioration continue. Je vais pouvoir aussi, parce que je suis en architecture microservice avec un système API, pouvoir unplug et replug un autre microservice qui sera plus performant, peut-être un service externe qui sera plus performant, et le client avec lequel je vais collaborer va préférer faire un arbitrage pour ce microservice-là. Et donc on n'est plus dans des pilotages uniquement, si vous voulez, systémiques, où on pense vraiment, ah bah je sors de tel prestataire de billetterie pour rentrer avec tel autre, mais vous allez vraiment pouvoir piloter microservice par microservice votre empreinte carbone. Et je pense que ça rejoint complètement l'idée de Fairly, c'est de se dire, on sort d'une logique systémique et unique avec un gros ensemble dont on ne sait pas grand-chose, pour rentrer dans une approche presque chirurgicale. Cette logique de Lego que vous présentiez précédemment. On va revenir sur ce que vous disiez, les données. Et il y a de l'enjeu, bien sûr, autour des données. On a eu une table ronde précédemment sur ces sujets-là avec l'intelligence artificielle, et on va aussi, bien sûr, prolonger tout cela parce qu'une billetterie forcément responsable, c'est une billetterie qui assure forcément la protection des données avec de multiples enjeux qui se dessinent à nous toutes et à nous tous. Il y a des enjeux de souveraineté de la donnée, il y a bien sûr la lutte contre la fraude pour préserver, bien sûr, le modèle économique des événements. Le sujet de l'hébergement, le sujet, bien sûr, la localisation de services et respect de la réglementation des RGPD sont autant de précautions pour garantir, bien sûr, une billetterie responsable. La frugalité est-elle armée pour lutter contre la piraterie du web d'un côté, et les enjeux, bien sûr, aussi de relocalisation de tous ces services-là, forcément, sont là aussi assez prégnants. Gauthier, pour compléter un petit peu déjà ce que vous nous disiez précédemment.
Alors moi je pense qu'effectivement, j'en reviens au modèle économique. Ça veut dire qu'à un moment... C'est le sujet, c'est un peu le cœur du réacteur, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Pour ça veut dire ce que vous disiez précédemment. on peut ne cocher aucune des cases que vous venez de citer par simple souci d'efficacité financière. Donc je vais ne pas m'héberger en France, je vais oublier la RGPD, je vais embaucher des gens à moindre coût, etc., etc. Pour moi, la responsabilité et l'engagement, il doit être couplé à la logique économique. Et je suis convaincu, et c'est pas simplement idéologique, qu'il faut être local. Local parce que déjà on a des compétences en matière de développement et d'accompagnement des clients, parce qu'on oublie souvent une société de billetterie, c'est pas simplement la mise en place d'une billetterie, mais c'est aussi l'accompagnement et le niveau d'accompagnement, donc la capacité à déployer des équipes sur place. Les logiques de responsabilité, elles sont de cet ordre-là, elles sont aussi dans la souveraineté de la donnée évidemment, donc il faut accepter de jouer avec un hébergeur en France qui va être capable d'héberger vos données localement et de les sauvegarder localement. Il y a aussi des hébergeurs, vous devez le savoir, mais des hébergeurs verts. Ça veut dire plutôt que d'avoir des refroidissements ventilés qui consomment énormément d'énergie, en fait, c'est des serveurs immergés avec des liquides qui permettent en fait des refroidissements avec une empreinte bien moindre, mais avec un surcoût énorme. Si vous voulez des serveurs français, par exemple le nôtre est à Poitiers, il s'appelle Data Campus, il a un niveau de service et d'infogérance qui est bien au-dessus de la moyenne, mais avec des niveaux de coûts qui sont supérieurs aussi. Soit vous acceptez ce jeu-là, le jeu du prix, et dans ces cas-là, vous pouvez respecter la charte que vous vous donnez en matière de responsabilité, soit vous ne le jouez pas et vous perdez tout. Donc pour moi, il y a vraiment un choix stratégique. Nous, on a choisi d'embaucher tous nos salariés en France, on a choisi d'héberger en France, on a choisi de respecter toutes les dimensions réglementaires et légales, pas uniquement par idéologie, mais aussi par efficacité commerciale, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a une vraie appétence aussi vis-à-vis des publics qui se font eux-mêmes les adhérents, j'allais dire, de ces partis pris stratégiques. Vincent, je voyais balancer la tête et je voyais a priori confirmer un petit peu les propos présentés par Gauthier. Oui, bien sûr, parce que ça a été un grand sujet chez nous. Nous, on n'est pas chez le plus écologique, je crois, des hébergeurs, mais on est chez OVH. Voilà, on est chez OVH depuis le début, depuis 2016. Nos données sont hébergées à Gravelines 1 et Gravelines 2 dans le Nord. C'est totalement traçable. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est posé la question de changer vers un autre hébergeur qui s'appelle Scalingo en France, qui avait des propriétés avec ces nouveaux systèmes de refroidissement, notamment beaucoup plus écologiques. Et c'est vrai que dans la transition en fait, d'hébergement, ça nous a fait peut-être un petit peu peur l'année dernière. Je pense qu'on n'était pas assez solide techniquement aussi, parce que c'est ça, il faut être sûr de ce qu'on fait. Et en fait, on a la chance, nous, on est vraiment spécialisé à la base dans la billetterie du monde corporate. Et on travaille avec des grands groupes français aujourd'hui qui nous font des tests d'intrusion en fait, chaque année, 2 fois par an, dans notre techno, pour évaluer justement le niveau de sécurité, de cybersécurité de nos infrastructures, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est ces tests d'intrusion qui nous permettent de rester aux normes, des fois de se remettre à jour aussi, parce qu'on n'a pas forcément tout en fait, qui est en conformité de temps en temps avec les nouvelles techniques de cyberattaque, et donc ça nous permet voilà, de rester aux normes là-dessus et d'avancer. Étienne, sur notre sujet. C'est un vrai sujet. En fait, pour moi, c'est une question de sincérité. On se dit engagé, c'est pas du washing, c'est que vraiment on a fait des choix qui sont les mêmes que vous. Les développeurs sont installés en France, sont depuis très longtemps en télétravail. On est hébergé en France, on fait appel dès que possible à des prestataires locaux. Et derrière, c'est une question de sincérité. C'est-à-dire qu'on est avant tout une société de service, on est avant tout là pour rendre service. Et si on n'était pas en cohérence avec notre discours, ça se verrait tout de suite. Et d'ailleurs, on est recherché de temps en temps, on nous titille en nous disant est-ce que machin, etc. Mais il y a des cas où l'arbitrage est compliqué. Alors, il y a un exemple qui me vient. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une agence de communication sur le fameux pixel Facebook. Donc j'ai dit, mais tu sais, le pixel Facebook, moi, il n'y a pas de problème, je te le mets, mais il faut que le spectateur l'accepte. C'est-à-dire qu'il a une information qui s'affiche. Est-ce que tu acceptes que tes données soient transmises à Facebook ? Oh non, c'est pas la peine, ça, parce que de toute manière, c'est pas des données personnelles qu'on envoie sur Facebook. Donc je suis comme... Et c'est des gens avec lesquels on va sans doute pas travailler à cause de ça. C'est pas très grave, économiquement un petit peu, mais quelque part,
Voilà, c'est un choix. Non, on ne va pas transiger là-dessus. On ne va pas commencer à envoyer des données à Facebook sans l'accord explicite d'un spectateur, quel que soit l'enjeu derrière pour nous. Ça, c'est effectivement un vrai sujet là aussi qu'il faut porter aussi forcément en amont et donc du coup être capable aussi d'y mettre des verrous. Voilà, et un petit appel, s'il y a ici des gens qui font de la formation en communication, ça serait bien que quand même vous soyez un petit peu plus écoutés sur le RGPD et sur les données personnelles, parce qu'on entend vraiment de la part d'agences de communication des fois des choses qui nous font sauter au plafond. C'est-à-dire qu'il y a une non-maîtrise, une méconnaissance, voire des erreurs, c'est ça que vous pointez du doigt des grosses libertés en tout cas. Ok. Au profit de la communication pour cibler Voilà. mieux et atteindre les objectifs. En gros, bon, c'est ce que vous voulez dire. De l'autre côté de la Derrière. balance, c'est Facebook, on ne peut pas s'en passer parce que tu comprends, ça nous ramène des clients. Et j'imagine que sur Fairly Plus, tous ces sujets qu'on vient de développer, ça fait partie aussi des scores qu'on peut naturellement intégrer, c'est ça, aux performances Oui, il y a évidemment le bilan carbone est au centre de toutes les attentions, mais ce n'est pas un alpha et un oméga. C'est une des parties d'un ensemble d'indicateurs. Et les indicateurs sociaux et les indicateurs qui sont liés à la localité de l'emploi sont évidemment des indicateurs qui sont très importants. sur tous les postes, c'est ça, de production d'un événement. Oui, tous les tout à postes, fait. Voilà. tous les postes. Alors, Objectif Green est forcément le forum de la billetterie depuis 2 jours, échange avec l'écosystème. Et naturellement, les questions qui reviennent un petit peu au galop sont souvent les mêmes. Il faut être capable de se réunir, de se fédérer à toutes les étapes de production d'un événement. Et la question qui est toujours la même, c'est comment justement réunir tout le monde autour de la table pour que justement les sujets, à savoir billetterie et puis éco-conception et puis naturellement avoir et embarquer tous les postes de production d'un événement convergent vers l'efficacité et donc vers la transition énergétique. Comment réunir tout le monde autour de la table, y compris vous, donc acteurs de la billetterie, pour promouvoir, développer des pratiques durables en imposant, en pluguant votre savoir-faire et en le rajoutant avec ceux des autres, Gauthier? Déjà, on commence. Au-delà de parler, parce qu'on parle beaucoup, c'est des conférences, on est ravis de parler, mais comment est-ce que vous êtes peut-être tous les quatre des exemples? Non, mais je pense que déjà parler, C'est une première base, c'est important. Il faut dialoguer dans la vie. Justement, les forums, les tables rondes, ça permet des échanges qui sont, à mon avis, essentiels pour mener le combat qui est le nôtre. Et encore une fois, je pense que ça ne doit pas être idéologique, la disposition, elle doit être dans la vertu de marché. Ça veut dire que s'il n'y a pas la vertu de marché, ce n'est pas tenable à moyen terme. Et, vous n'avez pas dit modèle économique. Ça, c'est beau. Non, mais c'est important. C'est important aussi, par souci d'efficacité, de répéter toujours la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut commencer aussi à avoir une disposition d'esprit positive. Déjà, il y a un sentiment souvent de culpabilité sur les sujets de responsabilité et d'éco-responsabilité. Je pense qu'on peut se dire aussi qu'on est dans un pays qui est très peu carboné. Il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus carbonés que le nôtre. Et donc, du coup, on doit s'enorgueillir aussi, être dans une disposition d'esprit qui est positive. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de partir de -20, mais on est en train de construire quelque chose. Et je pense qu'il y a une disposition d'esprit et d'ouvrage qui doit être vraiment tendue vers une amélioration de la performance, mais qui ne doit pas être culpabilisante. On est dans une démarche, ça c'est certain. Alors très peu carboné, je dirais non, mais en tout cas dans une démarche avec des volontés et avec un cap, c'est même quasiment continental et européen. Et je pense qu'il y a une notion de courage. Ça veut dire qu'à un moment, il y a des partis pris. Nous, il y a des institutions qui sont engagées aux côtés de RNDV, qui ont pris des risques importants pour être avec une société de billetterie qui se veut 100% française, 100% customisable, et qui est vraiment souveraine dans sa donnée. C'était dans le cadre de France Relance, c'est ça? Alors, on a été lauréat de l'appel à projet de billetterie innovante, donc on est évidemment soutenu par le ministère de la Culture et par l'Europe dans le cadre de notre projet, mais je veux dire de manière générale, au-delà du sponsor de l'État ou d'organisations internationales, je pense qu'il y a aussi le courage dont peuvent faire preuve les acteurs du marché. Ça veut dire que si un festival va privilégier de travailler avec telle solution plutôt que telle autre, il pose un acte fort, parce que travailler avec une solution française, c'est pas forcément travailler avec la solution la plus économique. Et donc, il faut accepter aussi, et c'est pour ça que j'en reviens au modèle, il faut accepter de se faire mal, il faut avoir le courage de faire ces choix-là.
Et heureusement pour nous, j'espère, c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de clients, d'organisations qui sont prêtes à faire un effort supplémentaire pour pouvoir accueillir des partis pris comme les nôtres qui sont peut-être plus courageux que le reste du marché. Étienne, on l'a vu avec l'acte de votre exemple, vous avez mouillé le maillot, vous avez quand même carrément dit à un client non, hors de question de travailler avec vous parce que les données, moi, ça, je les protège. Comment est-ce qu'on peut rassembler un petit peu tout l'écosystème par des actes forts comme les vôtres? Comment on rassemble tout le monde? Comment on fait dire? Comment on prend des décisions? En attirant les gens, c'est-à-dire que les gens, finalement, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie d'avoir plaisir, et donc c'est en leur donnant plaisir à travailler avec nous ou à collaborer avec nous. Principalement là-dessus, ça fait un bout de temps qu'on parle de normalisation, de standardisation, de coopération dans la billetterie. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche pas très bien, mais on espère un jour arriver à avoir des solutions. On travaille là-dessus. On est d'ailleurs aussi lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt justement sur la mutualisation des données, sur la modularité de la billetterie, sur les interopérabilités. Et on espère arriver à un moment à avoir un produit suffisamment attrayant pour que d'autres sociétés de billetterie ne se disent plus tiens, on est concurrents, mais on est coopérants et on a chacun nos spécificités, on a chacun nos capacités. C'est un domaine tellement vaste, la billetterie, avec tellement de cas d'usage, qu'on n'arrivera de toute manière pas à avoir une solution qui fasse tout, mais en utilisant ces fameuses briques de Lego, qui est une très belle image. Chacun a porté sa brique à un système qui finalement correspondra à tout le monde, qui pourra s'améliorer, qui pourra surtout survivre aux évolutions, parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, si vous voulez, d'effet de mode. On en parlait tout à l'heure sur la blockchain. À une époque, il fallait absolument que les billetteries soient blockchain, parce que, soi-disant, ça aurait arrangé les problèmes de fraude au Stade de France. Bon, ça fait rigoler tous les gens qui connaissent la billetterie. Et heureusement, on ne parle plus trop de blockchain, du moins pour ces cas d'usage. Mais arriver à proposer des solutions durables qui soient capables d'intégrer les évolutions et les innovations pertinentes, éventuellement même de servir de test, de banc de test, c'est ça notre objectif. Et on n'y arrivera que si on attire les gens. En plus, la France est un milieu très compétitif, contrairement à d'autres pays, où chacun cherche à prouver qu'il est le meilleur dans son domaine. Bon, ça restera comme ça, on ne le fera pas bouger. Samuel? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a pour embarquer tout le monde, il y a deux vecteurs clés. Il y a l'engagement des publics, parce que, in fine, les engagements des organisateurs peuvent avoir des surcoûts s'ils choisissent des solutions françaises, s'ils choisissent des solutions qui sont vertueuses d'un point de vue de la transition écologique, etc. Ça engage des surcoûts qui ne sont pas forcément des investissements, mais qui sont des engagements structurels. Donc ça va être des coûts qu'ils vont avoir à payer chaque année, parce que structurellement, ils vont faire différemment et ça va coûter plus cher. Et donc, ces surcoûts, potentiellement, in fine, c'est le consommateur final qui doit le payer. Donc ça veut dire qu'il faut l'informer. On en revient à ce que j'expliquais sur l'affichage de l'impact, de l'importance de l'affichage. Vous êtes aujourd'hui dans certains domaines, par exemple sur l'alimentation, il y a une partie des consommateurs qui sont OK pour dire « je paye plus cher tel produit parce que je sais qu'il est vertueux, je sais qu'il a tel label, je sais qu'il est produit de telle et telle manière et que c'est bon pour moi, c'est bon pour l'agriculteur, c'est bon pour l'environnement ». Dans l'événementiel, de manière générale, on n'a pas encore ces labels, ces marques très identifiées du consommateur final qui consistent à un tiers de confiance, en fait, en disant voilà, je sais que quand je repère tel logo ou telle image ou tel Nutri-Score qui serait adapté à nos professions, je peux faire confiance. La place de spectacle coûte plus cher, mais je sais pourquoi. Donc il y a cette partie-là. Et puis après, il y a les collectivités territoriales et il y a l'État qui doivent jouer leur rôle. Et notamment, en ce moment, on entend une petite musique qui monte de plus en plus fort, qui est anti-normative. On nous emmerde avec les normes, c'est des freins à l'innovation, etc. Moi, je pense que dans nos domaines, l'État en particulier, l'Union européenne également, doit jouer un rôle normatif assez fort. Et que c'est
par cette contrainte-là, oui, c'est une contrainte, mais c'est par cette contrainte-là qu'on peut aussi engager une transition plus efficace. Et une norme, elle protège, elle encadre, il ne faut pas l'oublier également, et c'est ce que vous rappelez, parce que le discours ambiant, in fine, elle protège les consommateurs. C'est important de le rappeler, c'est très important, même si elle complexifie également bien sûr beaucoup de choses, mais en même temps, c'est par ces cadres-là que les populations sont protégées aussi sur bon nombre de secteurs de l'économie. On continue avec vous, Vincent. Alors, petit retour d'expérience, les seules fois où on a essayé d'accompagner nos clients pour mettre en place des démarches environnementales pour leurs événements, c'est vraiment une question financière et de moyens humains. C'est quand en fait il y a quelqu'un de dédié chez l'organisateur d'événements, qui est un peu le metteur en place d'actions en faveur de l'environnement, mais qui a cette casquette tout au long de la préparation de l'événement et qui est dédié à ça. Je pense que tous les organisateurs d'événements ont compris l'impact aujourd'hui de leurs événements sur l'empreinte carbone et sur le reste. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts financièrement et à mettre des moyens? Tout à l'heure, tu parlais, j'ai bien aimé de se dire, on fait le choix de prendre une solution française qui va coûter peut-être un petit peu plus cher, mais qui délivre un niveau de service qui est plus important, de plus grande efficacité, etc. C'est pareil sur le staff, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les organisations sont prêtes financièrement à dédier des personnes pour ça? Et une fois que les personnes sont dédiées, c'est de la gestion de projet. C'est du cahier des charges, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place, c'est d'avoir un interlocuteur dédié avec qui on va pouvoir accompagner, mettre en place des formulaires sur comment les gens viennent à l'événement, etc. Tout un tas de pratiques qu'on fait remonter, on mesure, et si personne ne le suit, à la fin, on n'en retire rien. Un bon service RSE pour bien sûr encadrer les pratiques, et ça fait écho, effectivement. Vous aviez aussi, jusqu'à peu de temps, une personne dédiée justement sur tous les sujets RSE, Étienne, si mes souvenirs sont bons. Non, on a pendant 6 mois, on a fait notre bilan de gaz à émissions à effet de serre, une personne dédiée. Et c'est Vincent alors plutôt, c'est ça? On a eu Thomas qui nous a accompagnés pendant presque 2 ans en fait. On a embauché un collaborateur parce que nous, on n'avait pas cet ADN-là chez nous. Très sincèrement, nous de base, quand on a créé la société, c'est notre agence de développement à Toulouse. Mon associé est développeur et on s'est fait accompagner d'une agence de développeurs en fait qui s'appelle Adventi, qui ont fait la formation de l'ADEME à l'Institut de La Rochelle sur l'éco-conception. Et c'est eux qui nous ont embarqués dans ce système. Et en 2022, j'ai rencontré ce jeune Thomas qui était hyper engagé dans sa vie et dans ce qu'il faisait. Il nous a convaincus de nous rejoindre. On l'a embauché sur 2 ans et c'est lui qui nous a permis de mettre en place des premières actions, évidemment, qui sont perfectibles, qu'on va améliorer avec le temps. Mais il a permis déjà, nous, les fondateurs, de nous sensibiliser à ça et de se dire, maintenant, il faut mettre les moyens en place. Ça, c'est aussi autre chose parce que ça coûte de l'argent, évidemment. Donc, c'est à budgétiser. Voilà, c'est une démarche, je pense, à long terme. Je vous propose de poursuivre nos échanges cette fois-ci avec la salle, qui, j'en suis certain, a des questions à vous poser. Quel rôle peut jouer la billetterie dans la transition écologique de l'événementiel? C'était la question. Nous avons eu bien sûr des axes et des éléments de réponse. Avez-vous des questions à poser justement à nos 4 experts mobilisés sur le sujet? Je vous invite à lever le bras si vous avez des questions. Pas de questions. Eh bien, en tout cas, oui, nous avons une question. Alors, je vais prendre le micro. Et je vais vous inviter juste avant ça à vous présenter, à présenter votre société et à poser votre question. Bonjour. Bonjour. Ça marche bien? Oui, ça, on vous entend. Lotfi Boudegdeg, responsable billetterie à la Maison de la Musique de Nanterre. Donc, moi, je suis plutôt utilisateur de logiciel de billetterie. Et je voudrais savoir, là, en l'occurrence, qu'est-ce que nous, utilisateurs, on peut mettre en place comme bonne pratique facilement dans la vie de tous les jours pour améliorer notre bilan. Alors, allez-y Étienne. Oui, en fait, tel que je vous dis, la billetterie, c'est entre 1 millième et 2 millièmes. Donc, c'est pas en travaillant sur la billetterie, si ce n'est que le fait d'être éco-responsable, est peut-être un bon indicateur d'un niveau de qualité de service. Mais ça peut se discuter. Nous, en tant que billetterie, on voit les actions qui ont été menées par différents organisateurs. On essaye un petit peu de les partager les uns avec les autres. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très engageantes, il y en a qui sont coûteuses. Il y en a une qui fonctionne drôlement bien, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Qui concerne plutôt les festivals. C'est de passer en catering végétarien, parce qu'en plus, c'est énormément économique. On n'a plus de chaîne du froid, on n'a plus de choses comme ça, mais bon, ça peut être très mal perçu. Donc on marche un peu sur des œufs, mais c'est vrai que c'est drôlement efficace. Il y a des festivals qui sont très engagés, qui l'imposent, et ils reviendraient pour rien au monde en arrière.
Après, bien évidemment, il y a le transport. Donc vous êtes en banlieue, donc voir des possibilités d'éviter que les gens viennent chez vous en voiture, etc. Et puis après, je vous engage à faire un bilan, parce que nous, le bilan, il a duré longtemps. Ça a ressorti plein de choses auxquelles on ne pensait pas forcément. Et c'est avec un bilan et avec des mesures précises que vous saurez comment évoluer. Il y a des structures, je crois que la BPI peut vous aider à faire votre bilan en prenant une part du bilan en charge. Et intuitivement, mais t'es peut-être mieux placé pour moi pour le dire, je pense que tout commence par un bilan. Oui, un bilan, ça c'est sûr, il faut une photographie. Alors la BPI peut aider, effectivement, mais elle peut aider les acteurs privés. Nanterre, je pense que vous dépendez de la ville ou... Collectivité territoriale. Voilà, donc là c'est de la subvention auprès de vos donneurs d'ordre politiques qu'il faut aller chercher, pas auprès de la BPI malheureusement. Enfin voilà, c'est d'autres critères, mais oui, le bilan carbone, le classique bilan carbone est un bon instantané, et effectivement ça peut faire apparaître en fait des surprises. Vous pouviez penser être bon à certains endroits et en fait vous ne l'êtes pas. Par contre, attention, le bilan carbone, il est vraiment monomaniaque, il ne calcule que le carbone. Le carbone est une chose, le seul objectif du bilan carbone, c'est de réduire vos émissions de gaz à effet de serre pour réduire le réchauffement planétaire. Mais vous pouvez être très bon sur vos émissions de gaz à effet de serre et être un très mauvais employeur par ailleurs et tout externaliser hors de France, etc. Avez-vous d'autres questions peut-être à poser à maintenant nos trois intervenants? J'excuse justement Vincent qui a dû partir pour rejoindre son train pour repartir sur Toulouse. Avez-vous d'autres questions peut-être? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie bien sûr à tous les trois. Merci Gauthier, Samuel et vous, Étienne et Vincent également, que je salue qui est parti. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Merci.